L'enregistrement de Prince et Didi diffusé au procès. Tu ne vas pas y croire, mais c'est déjà trop tard. Tout vient d'exploser en plein visage du clan Combs. Jour 4, 8h57, tribunal fédéral de Manhattan et l'air sans la poudre. Hier soir, on pensait avoir tout entendu avec l'enregistrement posthume de Prince. Pourtant ce matin, un nouveau secret suinte des murs, prêt à faire imploser ce qui restait de la défense. Tu sens ce frisson dans ta nuque? C'est le même que les jurés essaient de dissimuler derrière leur petit carnet couleur crème. On va tout décortiquer, minute par minute. Accroche-toi, parce que la suite va te retourner l'estomac. Ils arrivent les uns après les autres, parfois tête basse, parfois le sourire vissé de force. Les caméras crépitent. Les hashtags défilent déjà. Hashtag Didylix, hashtag PrinceGate, dièse jour 4. Dans le hall, un jeune assistant du procureur lâche à voix basse. Vous n'avez rien vu hier. On se regarde, on comprend. Panique ou fanfaronnade. Dans 30 minutes, on saura. 9h15, le juge entre, robe impeccable, visage fermé. Il rappelle la consigne de silence absolu. Pourtant on devine qu'il n'y croit qu'à moitié. Didi lève les yeux, tente un demi-sourire. Raté. Ses avocats chuchotent, changent de feuille, font semblant de maîtriser la situation. Mais leurs mains tremblent à peine. As-tu remarqué cette goutte de sueur qui glisse derrière l'oreille droite de Maître Parker? Tout est dit. Le procureur principal, Maître Alvarez, se lève. Voix coupante. Madame la greffière, pièce 98F, bande vidéo sécurisée extraite hier à 23h03. Les mots claquent comme des gifles. Flashback. Tard dans la nuit, un mandat express a permis de saisir un disque dur oublié dans un dépôt sécurisé de Minneapolis. Contenu. Des cassettes de surveillance installées par Prince lui-même, datées de février 2016. Oui, tu as bien lu, des images, pas seulement du son. Et personne, absolument personne, ne s'y attendait. Tout est allégué, évidemment, mais attends la suite. Écran géant. L'image s'allume. Couloir feutré, lumière violette typique de Paisley Park. Prince passe furtivement devant l'objectif, puis s'efface dans l'ombre. La caméra reste braquée sur une porte capitonnée. Minuterie en bas de l'écran, 22h41 minutes 13 secondes. À 22h42, Didi entre, casquette baissée, lunettes noires. Deux hommes non identifiés l'accompagnent, poussent un flight case. La bande vidéo est muette, mais le malaise est sonore. On voit des gestes, on devine des ordres. Didi pointe du doigt, l'autre hoche la tête. Les assistants du rappeur déposent une mallette qu'ils verrouillent avec un code. Lumière rouge sur la poignée, scanner biométrique. Pourquoi une mallette sécurisée à une soirée soi-disant festive? Question rhétorique, bien sûr, ou pas. La salle d'audience retient son souffle. À la 8 rangée, un blogueur célèbre des scandales tubes serre les dents. Il sait que son live vient de prendre feu. Et Didi? Pas un mot. Mais ses yeux trahissent la tempête. La chemise blanche tire déjà vers le gris sous les aisselles. Minute par minute, son storytelling s'écroule. Retour au tribunal. Le procureur fait avancer la vidéo jusqu'à 23h07. Les trois silhouettes ressortent de la pièce, cette fois sans la mallette. Didi referme la porte à clé, glisse la clé dans la poche intérieure de sa veste. Coupure. L'écran s'éteint. Silence. La juge Everett brise la stupeur. Maître Combs, souhaitez-vous réagir? On entendrait une mouche voler. Un juré tout saute. On sent presque l'odeur de sueur froide qui envahit les bancs de la défense. Didi se racle la gorge, cherche ses mots. Rien ne sort. Son principal avocat se lève, commence une objection sur la chaîne de possession de la preuve. Trop tard, dit la juge. L'objet a été authentifié par 3 experts vidéo forensiques. Mouvons, Counselor. Mais le show ne fait que commencer. Maître Alvarez sort une clé USB numérotée. Elle annonce un deuxième extrait, audio cette fois. Une voix féminine haletante anonyme décrit un « rituel » imposé aux nouveaux artistes. Détail cru, assignation au silence par contrat parallèle, clause de pénalité à 7 chiffres, menace voilée. Tout est allégué, répétons-le, mais bon sang, la précision glace le sang. Elle parle d'une chambre couleur lilas, d'un miroir sans teint, d'une boîte à bijoux contenant des téléphones confisqués. Le jury gribouille frénétiquement.
Les spectateurs blêmissent. Et derrière, Didi ferme les yeux, se masse les tempes. La ligne ténue entre rumeur et preuve vient de se fissurer. Flashback. On remonte à 2007, quand pas mal d'artistes R&B émergents signent des papiers trop beaux pour être vrais. Avance confortable, promesse de plateau télé, dîner aux chandelles du label, sauf que, en marge, une clause N57 prévoit des événements privés obligatoires pour entretenir la synergie du catalogue. Tu l'entends, ce jargon? On l'a tous ignoré. Aujourd'hui, il revient te hanter. Les spéculations vont bon train. Est-ce pour sa Castart, la révélation pop de 2009, a soudain quitté la scène? Pourquoi Axel K, rappeur prodige, a-t-il disparu 6 mois après un showcase chez Didi? On n'a jamais eu de réponse. On n'en aura peut-être jamais. Mais les ombres s'alignent, les dates concordent, et les points se relient comme des taches d'encre sur un vieux parchemin. 11h02, pause technique. Les avocats de la défense foncent hors de la salle, téléphone collé à l'oreille. La rumeur court qu'il cherche un accord express. Un tweet sauvage affirme que Combs a tenté un appel direct à un sénateur influent. Rien n'est confirmé, évidemment. Tout est allégué. Mais le vacarme numérique ne connaît plus de limites. Nos DM explosent. Les théories du complot tournent à plein régime. Coïncidence ou pas, le Nasdaq du label chute de 4,7% en 30 minutes. Les actionnaires paniquent, certains se délestent en masse. Effet papillon, New York vibre. Retour à 11h37. Le juge reprend l'audience. Mais Maître Alvarez a gardé le clou final pour midi pile, l'heure où les notifs bourdonnent sur tous les smartphones. Votre honneur, pièce 102L. Transcription d'un courrier électronique interne, daté du 14 avril 2016, sujet, damage contrôle. Pas de capture d'écran, pas d'URL, juste la lecture intégrale. Et tout à coup, la voix du procureur se transforme en bourdon sinistre. L'auteur du mail, un lieutenant de Didi, responsable sécurité. Objet, enterrer la vidéo, coûte que coûte. Coûte que coûte. 3 mots qui claquent comme un fusil. Le contenu évoque un virement secret vers une société écran basée aux îles Caïmans. Montant, 2 millions tout rond, libellé, consultant fait. Les destinataires, un ex-technicien IT de Paisley Park et un journaliste People notoire. Le mail suggère que on offre une somme supplémentaire si la vidéo disparaît à jamais. Sauf que la vidéo est là, sur grand écran, sous scellé officiel. Oups. Tension maximale. À ce moment précis, Didi craque. Il se penche vers son conseil, murmure, secoue la tête en signe de dénégation violente. Une veine palpite sur son front. Il tente de se lever, mais 2 agents de sécurité s'approchent aussitôt. Le juge fronce les sourcils. Encore un mot, monsieur Combs, et nous prendrons une pause dans la zone de rétention. L'injonction glace l'assemblée. Le mogul se rassoit, grogne presque inaudiblement. 12h06, suspension pour déjeuner. Le public se rue hors de la salle, assoiffé de scoop. Combs disparaît par une sortie latérale, escorté, épaules voûtées. Sur le parvis, on croise d'anciens collaborateurs qui feignent de ne pas voir les caméras. La peur est palpable. Personne ne veut être le prochain nom sur la liste. Même les fans hésitent à sortir leurs pancartes. Le vernis du glamour se fissure, laissant apparaître un néant gluant. 14 heures précises, reprise. Le procureur appelle à la barre un expert financier. Objectif? Relier la fameuse mallette violette au virement offshore. Le témoin déroule tableau Excel, graphique, relevé bancaire. Langage technique, chiffres affolants. Mais notre attention reste sur Didi. Il pianote nerveusement sur une feuille blanche, dessinant ce qui ressemble à un grand X symbolique. Puis vient le témoignage surprise. Léa Nova, ex-assistante de production, 28 ans, regard déterminé. Elle déclare sous serment qu'elle a vu, de ses propres yeux, Didi signer un « contrat de retenue » pour une artiste mineure, la veille du Grammy 2016. Elle évoque un couloir discret, des agents de sécurité massifs, un chuchotement. « Ne t'inquiète pas, tout est légal ici ». Ces mots sont calmes, posés, mais chaque syllabe résonne comme une alarme. Didi lève les yeux au ciel, esquisse un rire nerveux. La salle frémit. Simuler l'indifférence? Trop tard. Flashback dans le script.
On rappelle le jour où Prince, 2 semaines avant sa mort, confia à un ami guitariste « Mon coffre-fort déborde, mais à quoi bon si personne n'écoute ?» Phrase devenue légende. Aujourd'hui, on l'écoute enfin. Ironie tragique ou justice karmique? Toi, tu choisis le terme. Encore une fois, tout est allégué. Mais l'écho se répand comme une onde. 17h05. L'audience touche à sa fin. La procureure propose de diffuser 5 secondes supplémentaires de la vidéo. La défense hurle à l'abus, parle de procès public transformé en cirque médiatique. Le juge n'est pas dupe. Vous n'aviez qu'à contrôler votre client plus tôt. Sentence sèche, anthracite. Il autorise l'extrait. Et là, la bombe ultime. L'écran montre la mallette ouverte, un angle furtif, capté par un miroir. On distingue des clés USB alignées, chacune marquée d'un sticker fluorescent. Mais surtout, on voit un carnet Moleskine violet siglé d'un symbole stylisé, celui-là même que Prince employait pour signer anonymement ses mémos internes. À l'intérieur, selon l'expert-image, des pages de partition, entrecoupées de listes de noms et de dates. La vidéo coupe avant qu'on puisse lire les détails, mais c'est suffisant, l'implication est claire. Des preuves écrites, tangibles, couchées de la main de la légende. Une joueuse, au premier rang, laisse échapper un « Oh mon Dieu » étouffé. Didi, lui, tape du poing. Bang! Résonance sèche sur le bois. C'est du montage, hurle-t-il. L'huissier s'avance, prêt à le maîtriser. Les avocats se précipitent, l'entourent, le font asseoir. Juré figé, yeux ronds. Le juge lève son marteau. Messieurs, dames, nous levons la séance. D'un claquement, l'affaire est suspendue. Mais le mal est fait. Minneapolis pourrait encore parler. Et cette fois, il ne laissera aucune place au doute. Dehors, la nuit est tombée. Les néons des camions TV colorent l'asphalte. Les influenceurs rookies cherchent la meilleure lumière pour leur réaction face-camp. Les anciens affichent des mines résignées. Ils ont déjà couvert trop de drames pour encore se choquer. Et pourtant, les groupies d'hier deviennent des sceptiques. Les partenaires commerciaux publient des communiqués distants. Les playlists streaming se récurent, retirant doucement certains titres litigieux. Effet domino. Et toi, spectateur, tu te demandes, jusqu'où ça va aller? Qu'y a-t-il d'autre dans ces carnets violets? Combien de nuits, combien de promesses brisées, combien de silences achetés? On n'a que des lambeaux, des chuchotements, des demi-vérités, pour l'instant. Mais on sait déjà une chose, l'armure du mogul est fendue de part en part. Le procès continue demain matin, 9h. Les paris sont ouverts. Les témoins surprises se massent dans les couloirs. Les rumeurs deviennent titres. Le monde regarde et retient son souffle. Alors, reste branché. Parce que l'histoire qu'on croyait connaître vient de basculer dans un territoire où légende, peur et vérité se télescopent dangereusement. Et si tu penses que le pire est passé, détrompe-toi. Ce n'est que l'entracte. Demain, le fantôme de